Donc, je laisse maintenant la parole à Marc Strauss, qui est le grand coordonnateur du dossier d'accueil du Congrès mondial à Marseille, et donc il travaille au ministère de la Transition écologique et solidaire. Merci Bienvenue, Marc. beaucoup, Sébastien. Je suis très heureux, effectivement, d'avoir l'occasion de vous présenter un petit peu ce que nous allons tenter de faire en 2020. J'apporterai peut-être pour commencer un tout petit correctif au programme qui vous a été distribué, puisque on ne parle plus de la candidature de la France à Marseille pour le congrès de l'UICN. Maintenant, nous avons, le 18 mai dernier, signé la convention d'accueil. Donc, nous ne sommes plus candidats, nous sommes pays hôte, et Marseille est la ville hôte du congrès. Et j'ajoute que finalement, depuis quelques mois, je dirais depuis le début de l'année, nous travaillons très étroitement avec les équipes de l'UICN pour avancer sur le projet. Et donc, depuis 3 ou 4 mois, la fusion entre notre équipe française et l'équipe de l'UICN s'est réalisée. Et on travaille donc d'une façon extrêmement intégrée sur ces sujets. Alors, je vais peut-être, avant de rentrer dans le détail du congrès, de la manière dont on envisage son organisation, préciser un certain nombre d'éléments de contexte qui permettent de resituer notre candidature, notre souhait d'accueillir ce congrès, parce que ça fait partie d'un processus plus global. Puis après vous avoir présenté ces éléments de contexte, je rentrerai davantage dans le détail pour vous donner un petit avant-goût de ce qui vous attend à Marseille dans 2 ans. Donc le contexte, ce sont d'abord des échéances nationales, avec le lancement du plan biodiversité national, qui a pour but de préserver un patrimoine naturel qui est tout à fait exceptionnel. La France, du fait de ses outre-mer, est présente sur 3 continents et dans tous les océans sauf l'Arctique. C'est le 2e espace maritime du monde, avec plus de 10 millions de kilomètres carrés. Et la France a environ 10% des espèces connues dans le monde, c'est-à-dire plus de 180 000 espèces. Donc un patrimoine naturel exceptionnel. Et puis donc le lancement de ce plan de biodiversité qui a été fait par le ministre d'État le 18 mai à Marseille, avec cette consultation du public qui s'achève aujourd'hui et le lancement du plan au mois de juillet. Donc on a cette problématique nationale qui est très forte et très prégnante en tant qu'élément contextuel du congrès. On a ensuite une séquence d'échéances internationales qu'il faut aborder comme une suite d'événements liés entre eux, puisque pendant les 2 ou 3 prochaines années, il faut vraiment que la protection du patrimoine naturel, que la biodiversité, soit au centre de ces événements internationaux qui seront couronnés par la COP 15 en Chine en novembre, et que ce dernier événement soit vraiment l'occasion de conclure la mobilisation des années qui précèdent par le renouvellement du cadre international sur la biodiversité avec un très haut niveau d'ambition. Et donc la France est déterminée à participer, à créer un momentum politique à travers ces différents événements pour que, en novembre 2020, on ait une séquence vraiment extrêmement forte. Alors, je rappelle très brièvement ces différentes séquences. En juillet 2018, à New York, donc dès ce mois de juillet, il y aura un rapportage sur l'ODD 15, donc sur la protection de la biodiversité, qui fait suite au rapportage que nous avons eu l'année dernière sur l'ODD 14, qui contenait un élément de biodiversité dans les océans, dans lequel nous nous étions fortement impliqués. Novembre 18 en Égypte, COP 14 de la Convention pour la diversité biologique. Début 2019, élément très important, la France accueillera la réunion du GIEC de la biodiversité, la plateforme IPBES. Donc ce sera l'occasion aussi d'avoir un état scientifique du patrimoine naturel et des défis qui s'y attachent. Au premier semestre 2019, lors du G7, il y aura un G7 environnement avec un accent très fort mis sur la protection de la biodiversité. En septembre 2019, session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où nous voulons mettre ce thème à l'honneur. Et puis enfin, les 2 temps forts de 2020, avec la tenue du congrès de l'UICN, du 11 au 19 juin 2020, et la CDB 15 en Chine. Donc c'est toute cette séquence qu'il nous faut concevoir dans
dans sa globalité pour arriver à un objectif final ambitieux. Alors le congrès de l'UICN va être une étape clé sur ce cheminement, parce que, comme cela a été rappelé précédemment, notamment par Sébastien, on a un enjeu qui est extrêmement fort en termes de mobilisation, et nous voulons que ce congrès soit l'étape clé de la mobilisation sur ces sujets. Parce qu'on constate que malheureusement, à ce stade, et c'est justement ça qu'il faut changer, il n'y a pas la même prise de conscience dans l'opinion des enjeux biodiversité si on compare cela à la prise de conscience de l'opinion sur les enjeux climat, en fait. Alors que les deux sont liés, sont de même importance, et il faut arriver à un même niveau de prise de conscience de l'opinion publique que sur le climat. Alors la méthode que nous avons choisie à l'occasion du congrès pour aller de l'avant, c'est de franchir peut-être une nouvelle étape dans l'ouverture des congrès de l'UICN au grand public. Jusqu'à présent, l'essentiel des espaces des congrès de l'UICN se faisait au bénéfice de participants inscrits, donc disons d'une communauté internationale d'experts, de gens intéressés, même si pour la première fois à Hawaï, la partie pavillon et exposition avait été ouverte au grand public. Nous, notre souhait, c'est d'aller bien au-delà de tout cela, avec les espaces Génération Nature dont a parlé Sébastien, et également les espaces extérieurs du congrès. Et je rentrerai un petit peu dans les détails. Mais en fait, c'est près de la moitié de l'espace qui est alloué au congrès qui va être accessible au grand public sans inscription, de manière à ce que le grand public non inscrit, les particuliers qui ont un intérêt pour ces sujets, puissent vraiment participer et vivre l'événement, et que ce ne soit pas simplement une réunion mobilisant toute la communauté internationale très consciente de ces sujets. Ça, c'est un élément clé de notre candidature. Et puis, il va falloir, notre souhait est aussi de valoriser et de soutenir les projets qui sont mis en œuvre pour protéger et reconquérir la biodiversité. Et donc, ces espaces additionnels vont permettre d'aller de l'avant dans ce domaine. Alors maintenant, je rentre plus précisément dans l'organisation du congrès à travers les principaux éléments que nous avons construits avec mon collègue Olivier Monteau lorsque nous avons fabriqué la candidature de la France l'été dernier. Nous avons effectivement regardé, pour porter la candidature de la France, quel était le site le plus approprié. Et le lieu du parc Chano et la ville de Marseille s'est imposé à nous pour différentes raisons. D'abord, effectivement, les atouts de la ville en termes de transport, d'aéroport, d'infrastructures hôtelières, techniques sont importants. Le patrimoine naturel est à la fois terrestre et maritime, donc c'est aussi un élément important. Le site du parc Chano est facilement accessible, comme vous le voyez. Il est au cœur de la ville de Marseille, à 50 ou 100 mètres d'une station de métro, alors que beaucoup de parcs d'exposition sont situés dans la périphérie des villes et sont beaucoup moins aisément accessibles par les congressistes. Donc l'accessibilité et le fait d'utiliser essentiellement les transports publics, de ne pas mettre en place des lignes de bus polluantes avec des émissions de CO2, c'est un élément intéressant. Et puis le site du parc Chano lui-même est à la bonne dimension. Il va permettre d'accueillir la totalité de l'espace. Le site fait 11-12 hectares avec les extérieurs, dont une moitié dans des halls qui sont déjà construits. Et donc, c'est un site qui a une identité forte, qui a la bonne dimension et qui pourra assurer une exclusivité, puisque nous ne partagerons pas le site avec d'autres manifestations concurrentes, comme ça aurait pu être le cas sur des sites plus importants. Et puis enfin, on a eu une mobilisation extraordinaire de nos amis à Marseille, avec l'Office du tourisme, avec Pascal Bigot, avec la ville de Marseille, avec Didier et Christelle qui sont là, le département, la région. Tout de suite, on a senti dès le début de la candidature qu'il y avait une vraie volonté locale de porter le projet. Et donc on a eu vraiment un appui très fort de l'ensemble des acteurs marseillais pour construire ce projet qu'on construit donc ensemble. Le site, donc, vous voyez le parc Chano, qui est
un parc des expositions, comme je le disais, en centre-ville, à côté du stade Vélodrome, avec ces espaces qui sont entourés de ce cercle rouge. Alors, on a pu déjà travailler de façon assez fine avec l'UICN sur l'organisation de l'espace à l'intérieur du congrès. Vous voyez donc en haut, en zone grisée, toute la partie qui va être ouverte au grand public, c'est-à-dire l'espace Génération Nature dans le hall 2 et toute la zone des pavillons et des expositions qui a été mentionnée tout à l'heure dans le pavillon 3. Et puis enfin, on a une grande place centrale dans laquelle on va essayer de construire un certain nombre d'animations avec la société civile, avec les ONG. Donc une bonne moitié du site, comme je le disais tout à l'heure, qui va être ouvert au grand public. Notre souhait étant que le site soit peut-être visité peut-être par 80 000 ou 100 000 personnes, comme cela avait été le cas pour les espaces Génération Climat lors de la COP 21. Et peut-être même davantage, parce qu'on va essayer vraiment de faire en sorte, avec vous, de rendre attractifs ces espaces, et que vraiment on ait des gens qui viennent en famille, avec leurs enfants, que tout le monde puisse être attiré et participer à l'événement. Ça, c'est vraiment un point essentiel du projet. Et puis ensuite, vous retrouvez les différents espaces correspondant aux différents temps du congrès, avec 2 halls pour le forum, les halls 6 et 8, un hall pour le Media Center, la salle de conférence de presse, les bureaux de l'UICN et des différents organismes du congrès, le hall 9, le hall 1 donc, qui sera dédié à la plénière et aussi aux grands événements pendant le forum, et puis enfin un pavillon spécifique pour accueillir les VIP. Et donc vous voyez qu'on aura donc, par rapport à l'organisation de ce site, des circulations assez fluides entre les différents bâtiments, et puis 3 points d'entrée principaux, un pour les VIP, un pour les congressistes inscrits, et un pour le grand public qui viendra visiter les espaces Génération Nature et les expositions et les pavillons. Et puis également un espace d'entrée plus technique. Donc on a une organisation assez fluide, beaucoup de déplacements extérieurs, de grands espaces extérieurs qui vont nous servir à créer une sorte de ville éphémère. On espère qu'il fera beau à Marseille au mois de juin, et donc tout le monde va pouvoir s'approprier ces espaces extérieurs. Ça va être des lieux de networking, de services, de restauration, avec une fluidité des parcours et vraiment le plaisir de partager ensemble ce très grand espace et ne pas rester cantonné à l'intérieur des halls et des salles de réunion. Donc voilà, de façon plus schématisée, les 4 grands espaces. L'espace ouvert au public général, l'espace du congrès, la zone VIP et l'espace technique. Alors, donc, ensuite, effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, nous voulons construire un projet inclusif et mobilisateur avec l'ensemble des acteurs, que je ne vais pas citer, la longue liste est là, mais bien entendu, le comité français de l'UICN sera l'un des acteurs clés dans la construction de ce projet inclusif et mobilisateur, qui comprendra notamment l'aménagement de ces espaces ouverts au grand public, mais aussi, et c'est un point important pour lequel je lance un petit peu un appel, nous aurons aussi besoin de volontaires bénévoles pour nous aider à assurer un certain nombre de fonctions d'accueil, d'orientation du public, de gestion des salles. Et nous espérons que toutes les bonnes volontés qui sont présentes ici pourront nous aider sur ce point. Donc on va développer effectivement un projet d'aménagement créatif, c'est un peu ce que j'ai mentionné tout à l'heure, cette ville éphémère, conviviale et sophistiquée, avec tous les réseaux, une grande capacité et ses espaces de travail. Favoriser l'avenue à l'adhésion du grand public, ça j'en ai parlé. Nous voulons aussi faire un événement qui soit exemplaire en termes de développement durable, comme on l'avait fait pour la COP 21, avec une certification ISO 20121, une économie circulaire performante, avec une gestion exemplaire des déchets, une charte de la restauration, circuit court, bio, etc.
un plan de réduction des émissions carbone avec une compensation intégrale sur des projets de haute valeur et une démarche d'insertion sociale avec Pôle emploi, avec les associations, de manière à offrir une expérience, un emploi temporaire à des personnes qui peuvent être situées un petit peu en dehors des circuits du monde du travail. Et d'ailleurs, sur tout ce sujet insertion sociale et protection de la biodiversité, il y a aussi un sujet important qu'on souhaiterait mettre en avant. Et puis enfin, nous souhaitons transmettre un héritage après le congrès. L'héritage principal, c'est effectivement cette prise de conscience à l'égal de ce qui a été fait pour la biodiversité et la mobilisation de la société civile autour du congrès, ce temps fort dont Christophe va nous parler autour du projet de l'AFB. Donc tout ça sera effectivement articulé. Voilà, merci de votre attention et ça vous donne un petit peu un avant-goût de ce qu'on a préparé.